À la une de ce 13h, le Burkina se félicite de la bonne tenue des élections législatives et présidentielles du 22 novembre 2020, en partie grâce au pacte de bonne conduite qui s'imposait aux différents acteurs. Quelques manquements, oui, mais quelles perspectives pour les prochaines échéances électorales? Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD invite à la réflexion. On en parle en début de journal. Et qui l'eût cru, le premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël n'a pas réussi à réunir une majorité de 61 députés pour former un gouvernement dans les délais impartis. Benjamin Netanyahu a échoué après 4 semaines de négociations avec les partis politiques. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre pour le double scrutin de novembre 2020. Le Conseil supérieur de la communication a instauré un pacte de bonne conduite de concert avec les médias et les partis politiques à travers son traditionnel dialogue. Hier, le Centre pour la gouvernance démocratique invite à l'évaluation de ce pacte dans la perspective de réussir les prochaines échéances électorales. Konsun Koulibaly, ici à Kanana. L'évaluation du pacte de bonne conduite sur les élections couplées de novembre 2020. C'est le principal sujet soumis à ces membres du cadre de dialogue interparti du Burkina Faso. Pour le Conseil supérieur de la communication, l'importance du pacte de bonne conduite dans le bon déroulement des élections n'est plus à démontrer. Un pacte à respecter par l'ensemble des partis et organisations signataires, nonobstant quelques manquements. Le pacte, qui est un accord solennel, reste beaucoup plus à l'esprit des différents acteurs. Et il suffit que le CEC, garant donc de son application, interpelle les acteurs et ils en tiennent compte. C'est pour dire que le pacte, il faut le maintenir dans notre dispositif de régulation des comportements à l'occasion des élections. Si le respect du pacte de bonne conduite est salué par tous, le docteur Abdoulaye Barrow propose dans sa démarche l'avènement d'un code de bonne conduite. Un code qui, selon lui, serait le socle de l'ancrage et de l'enracinement d'une culture démocratique au Burkina Faso. Il serait bon que les partis politiques qui constituent l'épine dorsale de notre vie démocratique puissent être au cœur effectivement de l'avènement de ce que moi j'appellerais plutôt un code de bonne conduite. Le pacte s'inscrit dans une dimension circonstancielle, factuelle. Or, le code de conduite pour moi s'inscrit dans le temps long et la durée. C'est un débat démocratique initié par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Au sortir de ces échanges, il est attendu des recommandations, l'objectif étant d'organiser au mieux les échéances municipales prochaines. Toujours dans le registre politique, le mouvement du peuple pour le progrès poursuit ses conférences provinciales. À Banfora, militants et sympathisants du MPP section Komoué ont échangé dimanche avec les responsables du parti sur la vie du MPP et les actions à mener pour les échéances électorales à venir. Kassoum Milogo, Ali Traoré, compte rendu. L'hymne du parti plante le décor de cette conférence provinciale de la Komoué du mouvement du peuple pour le progrès. Une conférence qui a mobilisé de nombreux militaires sympathisants du MPP au regard de l'importance qu'elle revêt. La conférence provinciale est une instance légale et réglementaire de notre parti. C'est inscrit dans nos statuts. Cette conférence provinciale, elle est importante. Il s'agit pour vous de faire le point sur la vie du parti dans la province de la Komoué. De voir ensemble ce que vous avez pu réussir, de voir ensemble ce que vous avez également comme difficulté et de faire des propositions, des solutions pour améliorer votre action sur le terrain. La situation sécuritaire, le point sur la maladie à coronavirus, la réconciliation nationale et les élections municipales à venir, autant de questions qui vont être soulevées lors de cette conférence. Plus tard, le 21 mai 2022 du moins, on aura les élections municipales. Donc nous devons rester soudés entre nous si nous voulons en tout cas remporter les élections au niveau de nos communes. Nous avons 9 communes au niveau de la province. En tout cas, aujourd'hui, nous contrôlons 7 de ces 9 communes-là. C'est 2 qui nous échappent. Et notre objectif, c'est de travailler à arracher les 2 communes que nous n'avons pas à contrôler jusqu'à présent. Cette conférence se tient sous le thème « Ensemble, relevons les défis pour la consolidation et le rayonnement du parti » dans la mise en œuvre du nouveau référentiel de développement.
La commission de l'informatique et des libertés dépose ses valises à Gawa, dans le sud-ouest, pour une série d'activités relatives à la protection des données à caractère personnel. Hier, l'équipe de la CIL a animé un séminaire à l'amphithéâtre de l'INEP de Gawa. Étudiants et personnels du Centre universitaire polytechnique de Gawa ont été sensibilisés sur l'utilisation de l'Internet. Compte rendu des échanges avec Elvis Tuna et Fortuné Olo Christophe-Da. La commission de l'informatique et des libertés CIL fait la promotion des bonnes pratiques sur l'utilisation de l'Internet au Centre universitaire polytechnique de Gawa. C'est une éducation numérique au profit des étudiants et du personnel de l'université. Elle devra leur permettre de minimiser les effets néfastes de la navigation sur Internet. C'est comme en circulation. Si vous rentrez dans la circulation et que vous ne savez pas que vous devez vous arrêter au stop, ou vous ne savez pas comment contourner un rond-point, ou vous ne comprenez pas le code des feux tricolores, je sais que vous êtes un danger pour les autres et pour vous-même. Donc quand on va sur Internet, on doit savoir bien se comporter et aussi savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout corrects là-dedans. Donc il y a des voleurs, il y a des tricheurs, il y a des malfrats, il y a des délinquants. Malgré les risques liés à l'Internet, son utilisation est de plus en plus incontournable, surtout pour certaines tranches de la population. Ce séminaire est un grand atout pour nous parce que l'université est essentiellement composée de jeunes et ces jeunes-là, tout le monde le sait, c'est les premiers ou en tout cas les principaux utilisateurs donc, du net. Et il est important effectivement que ces jeunes-là puissent connaître les feux rouges et les feux verts donc, qui se trouvent dans cet espace virtuel-là. La commission de l'informatique et des libertés souhaite toucher le maximum de personnes. Elle prévoit d'étendre sa sensibilisation à d'autres centres de formation de Gawa. Health Policy Plus ou HP+, un nouveau projet lancé ce matin à Ouagadougou. Il est financé par l'USAID à environ 3,350 milliards de francs CFA pour renforcer la gouvernance sanitaire au Burkina. Le projet HP+, est orienté vers la santé de la mère et de l'enfant, la planification familiale, la lutte contre le VIH et le Covid-19 durant les 2 prochaines années. Les précisions de Nongba Kouda et Draman Guéné. Pour le projet ILF Policy Plus ou HP+, le Burkina est leader sous-régional de la planification familiale. Aujourd'hui encore, la politique de santé familiale se conforte. Le projet HP+, vient d'être lancé pour maintenir les acquis. C'est un projet qui intervient dans la santé communautaire et la gouvernance sanitaire. En dehors de la gouvernance, il y a des actions, des programmes prioritaires que j'ai cités tantôt, la santé de la reproduction, mais également la santé communautaire, mais surtout dans la riposte contre la Covid, où nous avons un plan national de déploiement des vaccins, mais aussi un plan national de riposte, et où le HP+ a beaucoup donné des promesses de financement pour que nous puissions avoir un système de santé résilient dans la situation actuelle avec le contexte sécuritaire, mais également avec la pandémie liée à la Covid-19. Le projet HP+ est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID à hauteur de 3,350 milliards de francs CFA. Notre pays a une politique innovatrice en matière de santé communautaire et ce projet va permettre une meilleure coordination des interventions et un renforcement de ce qui se fait déjà sur le terrain. HP+, ainsi lancé, court jusqu'en 2022. Le projet intervient dans la santé de la mère et de l'enfant, dans la planification familiale, dans la lutte contre le VIH et le Covid-19. 15 jeunes porteurs de projets de création d'entreprises culturelles sont actuellement à Bobo-Dioulasso à l'école de la mobilisation et la gestion des ressources. Un renforcement de capacités voulu par la direction de la promotion des industries culturelles et créatives pour donner plus de chances à ces futurs entrepreneurs de concrétiser leurs projets. Explication de Maneka Ien, Siriki Milogo et Ismaël Saturnin Paré. Les notions de marketing des biens et services culturels, de financement d'entreprises et d'entrepreneuriat culturel ne devront plus avoir de secret pour eux. Au nombre de 15, ces jeunes porteurs de projets de création d'entreprises culturelles renforcent ici leurs capacités. C'est en fait une grande première qui va permettre à ces 15 que nous allons former là, dans les différents arts,
c'est-à-dire art de la scène, cinéma, etc., pour pouvoir permettre à d'autres gens qui vont pouvoir ouvrir ou mettre en place des entreprises formelles mais structurantes, innovantes. La direction de la promotion des industries culturelles et créatives, initiatrice de la formation, entend ainsi accroître les chances de réussite de ces entreprises en gestation. L'objectif, comme on l'a dit, c'est d'arriver à donner les outils à ces jeunes-là, d'arriver à mettre en place des structures et pouvoir les piloter à long terme. Ce sont les outils indispensables pour tout entrepreneur qui veut aller un peu loin. Donc nous pensons qu'avec ces outils, ils pourront être plus autonomes et pourront développer des développements de partenariat avec d'autres acteurs. Le cinéma, les arts plastiques, les arts de la scène sont les filières concernées par cette formation. Une formation d'une durée de 4 jours. Allons cette fois à la découverte d'un pan de la culture Kassena, le festival Tchébélé Djigana, ou l'expression des arts, premières éditions. C'est un retour aux sources, danse traditionnelle, prestations d'artistes, musiciens, contes et formations artistiques, pari réussi pour les organisateurs. Lassina Ouattara et Amadou Marcelto, reportage. La culture Kassena en mouvement à la première édition du festival Tchébélé Djigana ou l'expression des arts. Des arts de la scène à l'art culinaire en passant par la formation artistique, c'est une diversité culturelle propre au Kassena qui est mise en exergue pendant 3 jours. Comme on dit, l'homme est un animal culturel et que la culture est l'essence de notre vie et que d'une façon ou d'une autre, il faut que nous retournons à la source pour trouver la solution à nos problèmes actuels. Mais à travers ce festival, nous avons surtout voulu repartir à l'initiation, à la formation, à la transmission de nos valeurs patrimoniales et à la résurrection de l'héritage ancestral que nos aïeux nous ont légué et qui était comme la lumière qui éclairait leur chemin tout au long de leur histoire. 3 jours de festivités, d'exposition des produits et mets locaux et surtout la foire, facteur de rencontres et de retrouvailles. La dernière fois que je suis passé à Tchébélé, c'était en 1994. Je suis d'abord très accroché à la culture du Faso, de façon générale. Et quand j'ai connu des gens comme Bila Kakora, j'ai connu un peu loin Abraham Abassagé, que j'ai vu à la télé quand il a annoncé cette chose. Je me suis dit, il n'y a rien à faire, la culture Katsena, il faut venir la vivre. J'ai appris qu'il y avait un festival à Tchébélé, alors j'ai profité de l'occasion pour venir sensibiliser mes esclaves Katsena ici. Après quelques séances de sensibilisation, mais je vois que ça va, voilà, ça va. Ils prennent le train du modernisme, ces gens-là. C'est une chose qui nous rappelle et qui rappelle aussi les jeunes ce que c'est que le Katsena, le pays Kasson. Quand on dit Kasson, là, voilà, tout ça, là, ça nous rappelle tout ça. Et ce qui est là comme culture aussi, ça permet à nos jeunes et aussi à nos frères qui sont à Ouaga, généralement, qui oublient le village, de se rappeler ce que c'est que le pays Gurunga. Le festival Tchébélé Djigana, c'est par ailleurs la promotion des sports comme le football et les sports traditionnels comme le tir à l'arc et la lutte traditionnelle qui a retenu toutes les attentions. L'actualité internationale de cette édition nous conduit en Israël. Benjamin Netanyahu, très embarrassé, il peine à former un gouvernement. Après maintes tractations, le Premier ministre n'a pas pu réunir une majorité de 60 députés. Un échec pour Benjamin Netanyahu. Regardez. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a échoué. Il n'est pas parvenu à former un gouvernement dans les délais prévus. Il avait pourtant tout tenté, proposant même lundi, mais sans succès, le poste de Premier ministre dans une rotation du pouvoir à Naftali Bennett, leader de la droite radicale Yamina. Cet échec laisse entrevoir l'éventualité que son parti, le Likoud, passe dans l'opposition pour la première fois depuis 12 ans. Dans un bref communiqué, le président Reuven Rivlin a annoncé qu'il allait maintenant contacter les 13 chefs de parti siégeant au Parlement pour discuter de la poursuite du processus de formation d'un gouvernement. Ensuite, le président israélien devrait choisir l'un des adversaires de Benjamin Netanyahou pour accomplir cette tâche. Le centriste Yair Lapid s'est déjà proposé et il aurait le soutien de Benny Gantz et d'autres partis pro-changement.
Reuven Rivlin pourrait également demander au Parlement de choisir l'un de ses propres membres comme Premier ministre. Si tout échoue, les Israéliens seront contraints de retourner aux urnes pour de nouvelles élections législatives cet automne. Ce seraient les 5e en un peu plus de 2 ans. À présent, la revue de presse à lire à la une des journaux, la création des nouveaux partis par les démissionnaires du parent, la persistance de la crise sécuritaire et la sortie médiatique du CEFOP sur la situation nationale. Sekou Zongo. La lecture du chef de file de l'opposition sur les 100 premiers jours du second mandat de Roch-Marc Christian Kaboré, l'actualité occupe les parutions du jour. Mais quelle lecture fait-il sur la gouvernance actuelle? Les propos de Edi Kombouego sont repris par Aujourd'hui au Faso. Des morts par dizaines, l'occupation du territoire national par des groupes armés, l'accroissement du nombre de déplacés internes. Voilà la situation de la nation décrite par le CEFOP à sa première conférence de presse à l'issue des élections couplées. Le gouvernement navigue à vue. Propos de Edi Kombouego, choisi par le journal Le Pays à sa une. Le journal qui souligne toutefois que le CEFOP s'engage à soutenir le processus de réconciliation nationale. Lutte contre le terrorisme au Burkina, avons-nous abdiqué, s'interroge l'observateur Palga dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Pour l'éditorialiste de l'observateur Palga, la succession des événements macabres ressemble à une impuissance des autorités à endiguer un fléau qui depuis 6 ans a fait près de 2000 morts. Et puis, politique nationale, des démissionnaires du parent créent le RDN avec Michel Béré comme président. L'information est à la une du journal Le Pays. Le RDN aussitôt présenté, Michel Béré annonce des projets pour motiver et faciliter l'entrepreneuriat de la diaspora burkinabé, vision déclinée dans les colonnes de l'observateur Palga. C'était là notre format de l'actualité de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 14h avec nos confrères des langues nationales. À bientôt.